L'honorable député de Battle River, Crowfoot, l'honorable chef de l'opposition. Ça aurait dû être le moment le plus fier de sa vie, mais Maria Corina Machado n'a pas pu être là. Elle n'a pas pu être présente à la cérémonie après des mois à se cacher, à lutter contre le régime de Maduro. C'est sa fille qui a accepté le prix Nobel à sa place. Elle a cité sa mère en disant que quand on revient à soi-même, on revient à la maison. La dame de fer du Venezuela s'est opposée au régime socialiste de Maduro et à l'effondrement économique qu'il a infligé à ce pays autrefois libre et fier. Elle a inspiré de nombreuses personnes. Ce prix Nobel qu'on lui a accordé, c'était pour son travail acharné pour défendre les droits démocratiques du peuple du Venezuela. Soyons tous inspirés par son courage, par sa détermination et défendons la liberté et pas le socialisme et défendons les gens partout dans le monde. L'honorable député de Dartmouth Cole Harbour. On est 2 semaines avant Noël. Je ne peux retenir mon sourire. Même nous ne croyons pas de ce côté revenir. Le Canada avait besoin de quelqu'un d'intelligent, d'un jeune cavalier chevronné, éliminant un autre candidat avec une avance de 22 points qu'il gaspilla. Une fois la taxe carbone éliminée, les conservateurs étaient égarés, tandis que leur chef voyait Trudeau sur un yacht naviguer. Le Bloc rêvait à son couronnement, pensant faire la pluie et le beau temps, jusqu'à devenir l'opposition officielle de Sa Majesté. Oh mon Dieu, mais ça ne s'est même pas matérialisé. Le NPD a été réduit à 7 sièges. Même la Nouvelle-Écosse a remporté 11 sièges. Pour un nouveau gouvernement, nous avons beaucoup de cheveux gris, mais après 4 victoires d'affilée, on peut bien s'en ficher. La guerre commerciale nous réserve un combat. Noël est arrivé tôt. On a choisi le bon candidat. Pas d'élection à Noël, on peut l'affirmer bien haut grâce à 2 conservateurs cachés derrière les rideaux. Ces quelques railleries sont bien sûr des plaisanteries. À vous tous, je transmets mes souhaits les plus sincères. Pour que vous m'entendiez tous, la voix j'ai élevée parce qu'ici, on entend surtout des gens hués. J'espère que le président ne sera pas réveillé. Merry Christmas. Joyeux Noël à tous. Oral questions, questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, qui a suggéré aux libéraux d'ouvrir nos frontières à une immigration massive et hors de contrôle qui a gonflé le prix de logement, enlevé les emplois des Canadiens et mis la pression sur le système de santé tout en causant un déclin dans le français? C'était Mark Wiseman, l'ultra-libéral corporatiste, tête du mouvement de siècle, qui a suggéré de tripler la population du Canada. Pourquoi, Monsieur le Président, chaque fois que quelqu'un met en place des politiques qui nuisent aux Canadiens, le Premier ministre le nomme à une position plus élevée? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Premièrement, parce que c'est tangentiellement lié, nous souhaitons évidemment souhaiter bon vent à notre ambassadrice aux États-Unis, Kirsten Hillman, Monsieur le Président, qui a fait d'énormes services à notre pays et qui continue de bien nous guider et bien nous conseiller. Monsieur le Président, la politique à laquelle le chef de l'opposition fait allusion n'a jamais été et ne sera jamais la politique du gouvernement du Canada. L'honorable chef de l'opposition. La personne qui a suggéré cette politique radicale et libérale, c'est Mark Wiseman. Il a dit que la population du Canada devrait être triplée jusqu'à 100 millions de personnes, et je cite, « même si cela fait hurler le Québec ». C'est quelqu'un qui a montré un mépris
envers le Québec et qui ne peut pas négocier pour le Québec. C'est quelqu'un qui a suggéré une politique qui gonfle le coût de la vie, qui enlève les emplois et qui met pression sur notre système de santé. Pourquoi le premier ministre veut le nommer comme ambassadeur à Washington? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Président, vous me permettez aussi d'ajouter mes mots à ceux de mon collègue en remerciant Mme Hillman pour son service au Canada. J'ai eu le privilège de travailler avec Kirsten de très près au fil des derniers mois. J'apprécie énormément son amitié et son service au Canada. Je comprends que le chef de l'opposition essaie d'extrapoler une série de choses qui ne sont pas vraies. Il sait fort bien que ces politiques-là dont il fait référence n'ont jamais été et ne seront pas des politiques du gouvernement fédéral. Alors, je comprends qu'il essaie d'avoir un clip au téléjournal ce soir. Malheureusement, ce ne sera pas la bonne. L'honorable chef de l'opposition. Si les Canadiens voulaient savoir qui a trouvé l'idée radicale d'ouvrir les frontières afin de submerger notre système du logement, de santé et tout le reste, eh bien, c'était Mark Wiseman, l'ami libéral corporatiste du premier ministre et un des personnes derrière l'initiative du centenaire qui vise à avoir 100 millions de personnes au Canada afin de profiter aux grandes multinationales en réduisant les salaires et en augmentant le prix des maisons. Pourquoi, lorsque quelqu'un a une idée qui nuit aux Canadiens et aux Canadiennes, qui augmente leur coût de la vie, le premier ministre leur accorde une promotion? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, j'aimerais de nouveau remercier notre ambassadrice aux États-Unis qui quitte son poste, Kirsten Hillman. Elle a fait un travail exceptionnel, un service loyal rendu au gouvernement du Canada. Je pense que notre pays lui doit beaucoup et, de nouveau, les politiques auxquelles le député d'en face fait référence n'ont jamais été la politique du gouvernement fédéral et ne le seront jamais. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, quand un initié libéral nuit à la qualité de vie des Canadiens, fait augmenter leur coût de la vie, ce n'est pas seulement M. Wiseman, c'est le premier ministre lui-même. Ces politiques vont augmenter le prix des aliments. Et que fait le premier ministre pour se punir? Il s'est donné 800 000 $ pour faire un vol nolisé vers l'Égypte pour assister à une conférence dans laquelle il n'avait aucun rôle à jouer. Pourquoi les Canadiens doivent-ils faire la queue dans une banque alimentaire pendant que le premier ministre se rend à l'autre bout du monde pour prendre des photos? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, dans l'esprit des fêtes, le chef de l'opposition ne laisse pas sous-entendre que le premier ministre ne devrait pas participer à un événement aussi important que la cérémonie pour la paix au Moyen-Orient. Il s'est joint à plusieurs autres chefs d'État pour souligner cette occasion et pour que les Canadiens puissent être fiers de cette réalisation. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre a été très peu pertinent à cette réunion. Il n'a joué aucun rôle dans l'accord de paix et pourtant, il a facturé aux Canadiens 800 000 $ pour un jet nolisé. Apparemment, l'avion du premier ministre ne lui suffisait pas. Et tout cela pendant qu'il impose une taxe carbone industrielle sur l'équipement agricole, sur l'engrais qui sert à faire pousser les aliments. Cela contribue à ce qu'il y ait plus de 2 millions de Canadiens qui se rendent vers les banques alimentaires. Pourquoi le premier ministre se transforme-t-il en grincheux à la veille de Noël? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je n'arrive pas à entendre la ministre. J'aimerais également mentionner au député de Oakville-West que je l'entendais de la présidence. Donc, j'encourage tout le monde à faire un peu moins de bruit. L'honorable ministre des Affaires étrangères. Mr. Speaker. Monsieur le Président, le travail du premier ministre sur la scène internationale avec ses homologues a permis de mettre fin à un conflit au Moyen-Orient. C'est un travail qui est très important.
Le travail se poursuit. Le premier ministre continue de travailler sur le plan de paix au Moyen-Orient. Ce plan, d'ailleurs, reflète la position de longue date du Canada, c'est-à-dire que le Hamas ne devrait avoir aucun rôle à jouer dans la gestion de Gaza et de la Palestine. Le premier ministre continue de travailler à augmenter l'aide humanitaire. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre, même s'il est à Ottawa, refuse de répondre à mes questions directement. Cela n'est pas dans l'esprit des fêtes. Le premier ministre a fait augmenter le coût de la vie à tel point que 2,2 millions de Canadiens doivent se rendre dans les banques alimentaires. Le prix des aliments va augmenter de plus de 1 000 $ l'année prochaine, et ce parce que le premier ministre impose des taxes supplémentaires sur l'équipement agricole, sur l'emballage des aliments et une foule d'autres choses. Au lieu d'être le grincheux à l'épicerie, le premier ministre va-t-il abolir ces taxes pour que les Canadiens puissent avoir un Noël délicieux et abordable? Honorable ministre des Familles. Monsieur le Président, pendant que le député d'en face parle de taxes imaginaires, les Canadiens et les Canadiennes savent très bien ce qui se passe. Je suis de tout cœur avec les éleveurs de bétail dans l'ouest du pays qui ont été confrontés à des difficultés sans précédent en raison des changements climatiques qui entraînent des sécheresses. C'est ce qui fait augmenter le prix du bœuf. Quelque chose qui est hors de notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est de permettre aux Canadiens d'avoir plus d'argent dans leur poche. C'est ce sur quoi comptent les Canadiens, que l'on puisse les aider en ces temps difficiles. Le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre songe à nommer Mark Wiseman comme ambassadeur à Washington. Mark Wiseman, c'est un des cofondateurs de la Century Initiative, une politique qui vise à hausser la population à 100 millions de personnes et qui est à la base du dépassement de la capacité d'accueil du Québec. Je le cite, 100 millions de Canadiens d'ici 2100 devrait être la politique du fédéral, même si ça fait hurler le Québec. En anglais, il a utilisé le terme « howl », qui se traduit plus précisément par « hurlement de chien ». Wow. Est-ce que le premier ministre pense vraiment qu'il peut représenter les Québécois à Washington? Wow. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Comme on vient d'évoquer à maintes reprises dans cette Chambre, Monsieur le Président, cette politique, la politique à laquelle ma collègue fait allusion, n'a jamais été, ne sera jamais la politique du gouvernement du Canada. De Saint-Jean. Ça restait toujours bien sa politique. Monsieur le Président, les hommes sages disent « seuls les fous se précipitent ». Le premier ministre a déjà fait une nomination qui a mis le Québec au complet contre lui la semaine dernière. On essaie juste d'y donner une chance de ne pas faire la même erreur 2 fois. Quand Mark Wiseman parle d'imposer des politiques d'immigration aux Québécois, même si ça les fait hurler, il démontre non seulement son mépris du Québec, mais également son mépris de la démocratie. Voilà. Chez les libéraux, il y a 44 Québécois. Est-ce qu'il y en a un qui va se lever pour dire au premier ministre de nommer quelqu'un d'autre? Bravo! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La politique à laquelle elle fait allusion pour probablement la 6e fois en Chambre aujourd'hui, je tiens à rappeler, n'est pas une politique du gouvernement du Canada, ne sera jamais une politique du gouvernement du Canada. Mais si elle veut parler de culture, Monsieur le Président, je suis très fier de notre ministre de la Culture et de ce gouvernement qui a présidé à des investissements de 4,1 milliards, entre autres sur les langues officielles, 770 millions en culture, alors que le Bloc québécois, quand la seule chose qu'on leur demandait, c'est des demandes en prévision du budget, ne sont pas arrivés avec une suggestion pour le secteur culturel, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, la dérive autoritaire libérale se poursuit. Après la loi C5 qui donne au fédéral le pouvoir de contourner toutes les lois pour ses grands projets comme les pipelines, voici maintenant C15. Les libéraux y inscrivent le droit pour tous leurs ministres d'enfreindre toutes les lois sous prétexte d'innovation. Et c'est pas tout. Le projet de loi S4 des sénateurs libéraux permet lui aussi de contourner les lois. Si les libéraux peuvent tout décider sans respecter les lois puis sans consulter personne, on peut-tu encore appeler ça une démocratie? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. On peut bien sûr l'appeler une démocratie, Monsieur le Président. Nous sommes ici à en débattre publiquement, donc c'est la définition même
d'un débat démocratique. Pour ce qui est du projet de loi C-15, ça contient des outils très, très importants pour faire avancer notre économie, pour faire avancer l'innovation canadienne, pour faire en sorte qu'on puisse réaliser de grandes choses ensemble, pour que le Québec puisse réaliser ses ambitions, pour que le Canada puisse réaliser ses ambitions économiques et autres, Monsieur le Président. Et on est content d'en débattre davantage avec le député et avec l'ensemble de la Chambre des communes. L'honorable député de Regina Capel. Monsieur le Président, le premier ministre a un problème. Un oléoduc vers le Pacifique, c'est très populaire pour les Canadiens. Les Canadiens veulent qu'on arrête de vendre le pétrole canadien à rabais aux États-Unis, alors qu'il y a tout plein de clients de l'autre côté de l'océan Pacifique. Mais le premier ministre n'a jamais cru qu'il était bon de vendre plus d'énergie canadienne. Il a écrit un livre sur le fait qu'il fallait laisser les ressources canadiennes dans le sol et il a annulé l'oléoduc Northern Gateway. Donc, est-ce là la raison pour laquelle il a voté contre son propre protocole d'entente hier? Il ne veut pas réellement construire un oléoduc, il veut juste faire semblant jusqu'aux prochaines élections. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous appuyons un oléoduc, nous appuyons le protocole d'entente dans son ensemble qui tient compte de l'économie, de l'environnement et qui nous permet de diversifier nos exportations. C'est une bonne nouvelle, c'est également un protocole d'entente qui tient compte des droits des peuples autochtones. Cependant, nous sommes fiers de voter contre les jeux politiques joués par l'opposition. Contrairement au chef de l'opposition, nous voulons une approche sérieuse qui tient compte de l'Alberta, mais cela ne devrait pas nous surprendre puisque le fait de représenter Battle River Crowfoot ne fait pas de lui un Alberta. L'honorable député de Regina Capel. Ils ont voté contre le protocole d'entente du propre premier ministre. Cela ne construira pas un oléoduc. Le protocole d'entente aurait dû être la chose la plus facile à faire avaler à son propre caucus. Ce grand négociateur n'a même pas réussi à le faire avaler à son propre caucus. Le protocole d'entente prévoit plus de bureaucratie, plus de paperasserie, plus de taxes carbone, des droits inconstitutionnels pour d'autres paliers de gouvernement. Le premier ministre n'arrive même pas à le faire avaler par son propre caucus. Comment le premier ministre va-t-il convaincre les Canadiens qu'il sera capable de construire un autre oléoduc? L'honorable secrétaire parlementaire, le gouvernement fédéral a permis de construire le premier oléoduc vers un océan depuis des générations. Un oléoduc qui a permis de financer des hôpitaux, des écoles et toutes sortes d'autres services. En tant que député de la région de Vancouver, j'appuie notre gouvernement et son approche qui tient compte de l'économie, de l'environnement et des droits des peuples autochtones. Les conservateurs veulent simplement tout bousculer sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte des peuples autochtones. Une approche qui est rejetée de ce côté-ci de la Chambre. L'honorable député de Thornhill. La semaine dernière, nous avons appris que le premier ministre a dépensé près de 800 000 $ pour prendre un vol d'une journée vers l'Égypte afin de prendre une photo et de ne pas signer une entente. Les Canadiens qui ont de la difficulté font la file devant les banques alimentaires, sautent des repas pendant que le premier ministre prend leur argent et s'enfuit. Nous savons que c'est de la nature du premier ministre de vivre une vie dorée aux frais des contribuables. Peut-il prendre la parole aujourd'hui et expliquer aux Canadiens qui crèvent de faim pourquoi il utilise l'argent des contribuables comme son compte en banque? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je sais que la chef adjointe du Parti conservateur ne laisse pas sous-entendre que le premier ministre du Canada n'aurait pas dû se joindre à des dizaines de chefs d'État mondiaux pour un événement aussi important que la commémoration du cessez-le-feu au Moyen-Orient, un enjeu qu'elle a soulevé à plusieurs reprises au cours des derniers temps. Le premier ministre du Canada représente fièrement les Canadiens. Les Canadiens sont fiers lorsque notre premier ministre participe à ce genre d'événement et fait un travail important avec ses homologues de partout dans le monde. L'honorable député de Thornhill. Eh bien, il faudrait dire aux députés que cet accord a été signé malgré le premier ministre et non grâce à lui. Et j'aimerais rappeler au premier ministre également que la Banque alimentaire de Toronto
a reçu plus de 4 millions de visites la semaine dernière. Il y en aura encore plus lorsque le prix des aliments va augmenter de 1 000 $ par famille l'année prochaine. Le gouvernement va-t-il abolir la taxe carbone industrielle, la taxe sur l'emballage alimentaire, les autres taxes pour que les Canadiens puissent enfin se nourrir, ou le premier ministre va-t-il de nouveau prendre l'avion et éviter les questions en chambre? L'honorable ministre du Travail et de la Famille. L'opposition veut parler de taxes qui n'existent pas, des taxes sur les aliments qui n'existent pas. Au lieu de cela, il pourrait appuyer des mesures que les Canadiens disent vouloir. Par exemple, indexer l'allocation canadienne pour enfants, indexer les allocations pour les aînés. Les parents veulent que les enfants aient accès à des repas nutritifs à l'école, mais pas ces conservateurs. Les conservateurs veulent bloquer les mesures qui aident réellement les Canadiens. L'honorable député de Haldimand-Norfolk. Le premier ministre a promis de faire baisser le prix des aliments. Une famille qui vit à Haldimand m'a contacté en désespoir. Malgré un revenu correct, cette famille m'a dit qu'elle pouvait à peine se permettre de faire l'épicerie pour la famille. Lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2015, la facture hebdomadaire moyenne d'épicerie était de 159 $. 10 ans plus tard, elle a plus que doublé pour atteindre 338 $. Donc, quand ce premier ministre réduira-t-il les taxes cachées sur les aliments pour que les Canadiens puissent se permettre de nourrir leur famille? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la famille. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, les députés d'en face se concentrent sur des taxes imaginaires. De ce côté-ci de la Chambre, nous nous concentrons plutôt sur les investissements qui aident les Canadiens et les Canadiennes, notamment l'allocation canadienne pour enfants qui est indexée à l'inflation, qui offre plus de 800 $ par enfant de moins de 6 ans. Donc, de ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer d'investir pour aider les Canadiens et les Canadiennes. J'encourage les députés d'en face à appuyer davantage ce genre de programme. L'honorable député de Haldimand-Norfolk. Monsieur le Président, il n'y a rien d'imaginaire dans la faim que ressentent les Canadiens. Plusieurs familles sont également très serrées d'un point de vue financier en raison de leurs paiements immobiliers et des factures qui augmentent plus rapidement que leurs revenus. Ces pressions se sont aggravées puisque les libéraux ont augmenté la taxe industrielle sur le carbone, la taxe sur les emballages et la nouvelle taxe sur le carburant. Ce sont toutes des taxes cachées qui font grimper le coût des aliments. Quand les libéraux vont-ils mettre fin à leurs dépenses inflationnistes et réduire ces taxes cachées sur les aliments pour que les Canadiens puissent se permettre de se nourrir? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la famille. C'est clair que nous ne souhaitons qu'aucune famille ait des difficultés à nourrir leurs enfants, mais en même temps, c'est pour cela que nous investissons dans les programmes et dans les appuis pour les familles, pour qu'ils puissent mettre la nourriture sur la table et aussi avoir de la nourriture à l'école avec, par exemple, le programme d'alimentation scolaire. En même temps, on crée des emplois. C'est ce que les Canadiens ont vraiment besoin et on voit le nombre, dans les chiffres, le nombre d'emplois augmente à chaque mois les 3 derniers mois. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Brandon-Souris. Le recours aux banques alimentaires a atteint un sommet pendant cette période des fêtes au Manitoba et partout au pays. Le dernier rapport de Harvest Manitoba montre que plus de 60 000 Manitobains dépendent des banques alimentaires chaque mois. Près de 40 % des utilisateurs sont des familles avec des jeunes enfants. Voilà le résultat après une décennie de taxes carbone, de taxes sur les aliments et de taxes sur les engrais. Donc, ma question pour le premier ministre est simple. Quand les libéraux vont-ils mettre fin à leurs dépenses inflationnistes, réduire les taxes cachées sur les aliments pour que les Canadiens puissent se permettre de se nourrir à Noël? L'honorable ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Monsieur le Président, le député vient du Manitoba et s'il écoutait réellement les Manitobains et les Manitobaines, il saurait que les Manitobains sont fiers de ce que notre gouvernement fait. Des places de garderie à 10 $ par jour pour les communautés du Nord et dans l'Arctique, un programme national d'alimentation dans les écoles, des investissements dans le logement et l'infrastructure comme jamais auparavant, l'allocation canadienne pour enfants qui a été indexée à l'inflation, des mesures qui permettent aux Canadiens de chauffer leur maison. Le député d'en face
doit se rallier à ces mesures. Monsieur le Président, quand les Québécois et nos camionneurs ont demandé aux libéraux de mettre fin aux chauffeurs à rabais, les libéraux les ont ignorés. Le résultat, c'est rendu que c'est les Américains qui demandent au fédéral de bouger. Je cite l'ambassade. Simplement viser les compagnies permet aux individus qui commettent les infractions de créer une nouvelle compagnie sous un nouveau nom. Monsieur le Président, il y a 10 gestes à poser. Le plus évident, c'est d'empêcher les immigrants temporaires de s'incorporer dans le camionnage. C'est la base, le minimum. Quand est-ce que les libéraux vont s'activer? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, mon honorable collègue devrait parler à l'Association des camionneurs du Québec qui salue le travail du gouvernement, de ma collègue, la ministre du Travail, de moi-même et du ministre des Finances, qui avons mis en place une série de mesures, justement pour mettre fin à cette relique de l'époque de M. Harper, où on a mis des camionneurs à rabais, on a rendu ça possible. Maintenant, Monsieur le Président, nous avons fait une série de mesures pour l'éliminer, justement. On collabore avec les provinces et le député devrait saluer aussi notre... L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, l'Association des camionneurs du Québec, elle appuie nos 10 mesures. Les libéraux n'ont mis combien en place? 0. Une, Monsieur le Président. Les libéraux, ils font rien parce qu'ils sont infiltrés de bord en bord par les chauffeurs à rabais. Le premier ministre avait pour organisateur et donateur durant sa campagne le porte-parole d'une nouvelle association de défense des chauffeurs à rabais. Incroyable. Pas un, pas deux, 10 députés libéraux se sont pointés au congrès de fondation de cette organisation-là en 2023. Ils ont reçu 85 000 $ en dons des promoteurs des chauffeurs à rabais. Là, les libéraux doivent choisir. Est-ce qu'ils vont protéger le monde sans route ou est-ce qu'ils vont encore choisir leurs petits amis puis les chauffeurs à rabais? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, ce gouvernement a mis en place beaucoup plus qu'une seule mesure, Monsieur le Président. Nous avons aboli le moratoire sur les T4A. Nous avons installé le partage des infos entre l'Agence et le ministère du Travail. Nous avons fait en sorte que les inspections du ministère du Travail, des blitz, aient lieu. Maintenant, on s'attend aux provinces de contrôle routier, la certification, évidemment, l'émission de permis de conduire. C'est le travail des provinces. Est-ce que le député du Bloc souhaite qu'on assume les champs de compétences du Québec? Je ne pense pas, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrac. Monsieur le Président, dans la diplomatie canadienne, il n'y a pas un poste plus important et plus prestigieux que celui d'être ambassadeur du Canada aux États-Unis. Et ce poste-là, la personne qui occupe ce poste-là doit être en parfaite communion politique avec le premier ministre. Mais voilà que le premier ministre va nommer M. Mark Wiseman, ambassadeur du Canada aux États-Unis. M. Wiseman est l'architecte de la fameuse initiative du siècle qui vise à avoir 100 millions de personnes en 2100 au Canada. Et pire que ça, M. le Président, il a insulté le Québec en disant, et ça, même si ça fait hurler le Québec. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement va nommer quelqu'un qui insulte le Québec et les Québécois? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, avec toute l'amitié que j'ai pour mon collègue du Québec, le simple fait qu'il répète la même question que son chef a posée il y a quelques moments, essayant évidemment d'avoir un clip au téléjournal ce soir, peut-être soit à 18 h ou peut-être plus tard avec Mme Galipeau. Il sait fort bien, Monsieur le Président, que les politiques publiques dont il fait référence n'ont jamais été des politiques publiques du gouvernement libéral, ne seront pas les politiques publiques. Alors, je comprends qu'il essaie de rejoindre les bouts un peu, mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrac. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que l'architecte de cette initiative-là va être nommé ambassadeur du Canada aux États-Unis. Et pire que ça, le ministre sait très bien que ce même M. Wiseman est archi contre la fameuse histoire concernant la gestion de l'offre. Alors ça, c'est pas de l'invention, ça, là. Ça, c'est la réalité. Imaginez devant le président Trump, il dit ça, alors le président va dire « So, ambassador, you're against it ». Donc, monsieur l'ambassadeur, vous êtes contre la gestion de l'offre comme moi? Dire justement pour expliquer la nomination d'un homme qui insulte les Québécois et qui est contre la gestion de l'offre. L'honorable ministre. Monsieur le Président, encore une fois, notre collègue du Québec me donne la chance
de lui informer que, aussi récent que hier soir, j'étais à une activité de la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai eu la chance de parler moi-même avec un vice-président des producteurs laitiers du Québec. On a discuté évidemment la gestion de l'offre. J'ai pu rassurer notre ami hier soir à Montréal que le gouvernement va toujours défendre la gestion de l'offre. On ne va pas négocier la gestion de l'offre avec les Américains. Le premier ministre a été très clair et il me fait plaisir de le répéter aujourd'hui en chambre, Monsieur le Président, devant vous. The honourable member for Brantford. L'honorable député de Brantford-Brant-Sud Six Nations. Hier soir, au Comité de la justice, les conservateurs ont proposé de donner immédiatement la priorité au projet de loi C-14 pour enfin corriger les lois défaillantes libéraux. Qu'ont fait les libéraux? Ils nous ont bloqués pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Et maintenant, nous apprenons qu'ils ont annulé la réunion de 8 heures prévue aujourd'hui. Au lieu d'arrêter les criminels, les libéraux se préoccupent davantage de l'expression religieuse. Pourquoi les libéraux ne se tassent-ils pas du chemin pour laisser les conservateurs réparer le système de mise en liberté sous caution? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, le député Chialtro, hier, lui et ses collègues ont fait de l'obstruction, ou en fait, pendant les dernières semaines, lui et ses collègues ont fait de l'obstruction au comité. Tout cela est sur vidéo. Pendant des heures et des heures, les députés conservateurs parlent de leur préférence entre les chiots et les chats, alors qu'ils pourraient débattre d'une loi qui vise à protéger les Canadiens et les Canadiennes. Ils veulent empêcher une promesse électorale libérale de réformer la mise en liberté sous caution pour assurer la sécurité de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. L'honorable député de Brantford-Brant-Sud Six Nations. Donc, les libéraux ont eu de multiples occasions pour sévir contre les récidivistes violents. Au lieu de cela, ils ont choisi de mettre la censure sur la religion et de faire primer ça sur la sécurité publique. Les députés libéraux de Burnaby Central, Dorval-Lachine, LaSalle, Mont-Royal et le secrétaire parlementaire pour le ministre de la Justice doivent nous expliquer pourquoi ils s'opposent à l'étude du projet de loi C-14. On leur a donné l'occasion de protéger les Canadiens. Ils ont décidé de ne pas le faire. Combien de meurtres, d'agressions sexuelles et d'extorsions violentes doivent encore avoir lieu pour que ce gouvernement fatigué décide finalement de protéger les Canadiens? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, ce député cite ces crimes avec une rapidité qui n'est pas digne. Je ne sais pas quoi répondre. Je vais permettre au ministre de reprendre du début. Monsieur le Président, les conservateurs trouvent le moyen de faire de l'obstruction en période des questions. Les conservateurs aiment citer les crimes violents afin de marquer des points politiques et ensuite retardent des délibérations pour empêcher l'adoption de projets de loi que demandent les victimes, que demandent les forces de l'ordre de leur propre collectivité. Ils veulent que nous adoptions ce projet de loi. C'est un problème lorsque je ne peux pas vous entendre parce qu'il y a trop de chahutage en chambre. Je dois pouvoir vous entendre. L'honorable ministre peut conclure ses commentaires. Monsieur le Président, l'excuse qu'utilisent les conservateurs désormais, c'est qu'ils ne veulent pas appuyer des mesures conçues à lutter contre les crimes haineux dans ce pays. Nous voulons assurer la sécurité des collectivités et les conservateurs devraient nous laisser faire ce travail. L'honorable député de Elgin-St. Thomas, London Sud. Merci, Monsieur le Président. Hier, les conservateurs du Comité de la justice ont essayé à 3 reprises de prioriser l'étude de la réforme de la libération sous caution qui est nécessaire. Mais les libéraux ne voulaient pas étudier leur propre projet de loi et se sont attaqués à la liberté religieuse dans ce pays et veulent poursuivre ceux qui expriment des croyances religieuses. Le ministre a dit qu'après avoir adopté l'amendement, il entamera ses consultations. Ce ministre a dit qu'il préférait passer du temps avec sa famille. Peut-il faire cela plutôt que de censurer les Canadiens?
L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, Monsieur le Président, puisque ce député a écrit la biographie du député de Battle River Crowfoot, il sait très bien comment obstruer l'adoption de projets de loi. Nous avons systématiquement déposé des projets de loi en Chambre pour lutter contre la pornographie juvénile, l'extorsion, la violence conjugale afin de réformer la libération sous caution. Nous avons proposé des mesures pour la frontière. Nous avons proposé de réformer notre régime d'immigration. Et que font les conservateurs? Ils font de l'obstruction, nous empêchent de faire progresser notre programme politique. L'honorable député de Pickering, Brooklyn. Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent à des peines d'emprisonnement pour les acteurs des crimes les plus sérieux, surtout ceux impliquant des enfants. The honourable member for Pickering. L'honorable député de Pickering, Brooklyn. Les Canadiens s'attendent à des peines d'emprisonnement pour ceux qui commettent des crimes sérieux. On évite de refaire ça une troisième fois, s'il vous plaît. Car je pourrais changer l'ordre des questions. L'honorable député de Pickering, Brooklyn. Et ils s'attendent aussi à ce que nous adoptions des lois qui résistent à l'examen des tribunaux et qui respectent la Charte des droits et libertés. Le ministre de la Justice peut-il informer cette Chambre de ce que le gouvernement fait pour préserver des peines minimales obligatoires d'emprisonnement fortes, tout en veillant à ce qu'elles soient applicables et constitutionnelles? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon honorable collègue de sa question et pour son soutien pour le projet de loi pour protéger les victimes qui parlent de fémicide et qui inclut des peines plus élevées pour toute une gamme d'infractions sexuelles. Donc, ce projet de loi réinstaure les peines minimales obligatoires pour différents crimes. Nous allons faire en sorte que ceux qui commettent des crimes d'ordre sexuel, surtout envers les enfants, purgent des peines d'emprisonnement. L'honorable député de Mission Maskey, Abbotsford. Monsieur le Président, près d'1 Britanno-Colombien sur 4 vit de l'insécurité alimentaire et le recours aux banques alimentaires atteint des taux records. Le premier ministre a dit aux Canadiens de le juger selon les prix à l'épicerie. Eh bien, le verdict est tombé. Sous ce gouvernement libéral, les banques alimentaires ne sont plus réservées aux urgences. Leur clientèle a nettement augmenté. Quand ces libéraux vont-ils éliminer leurs dépenses inflationnistes et cesser de mettre des taxes cachées sur la nourriture pour que les Canadiens puissent se payer à manger? L'honorable ministre des Anciens combattants. Les députés de l'opposition sont trop à l'aise avec la fiction. Nous voulons des faits. Voici les faits. Nous avons réduit les impôts pour la taxe moyenne pour aider 22 millions de Canadiens à épargner. Nous avons rendu permanent le programme national d'alimentation dans les écoles, ce qui permettra aux familles d'économiser 800 $ par année. Et nous aidons les jeunes à se trouver des emplois. Les Britanno-Colombiens méritent qu'on leur relate les faits. Et le fait est que nous livrons la marchandise pour les Canadiens. L'honorable député de Mission Maskey, Abbotsford. Cette députée devrait avoir honte de raconter de la fiction.
et de rejeter le fait que les Britanno-Colombiens ont du mal à nourrir leur famille. Selon le rapport de 2026 sur le prix au détail, les aliments vont continuer à augmenter en prix, ce qui force les familles à abandonner la nourriture saine et d'avoir davantage recours aux banques alimentaires. Les agriculteurs de ma circonscription me disent qu'ils croulent sous l'augmentation des coûts. Le fertilisant, le carburant et le transport ont tous augmenté en coûts et les producteurs voient leur dette alourdie de 14 %, donc le niveau le plus élevé depuis 1981. Plutôt que d'augmenter les taxes, quand ce gouvernement va-t-il faire face à la réalité et baisser le coût des aliments? L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, à l'approche de Noël, je me rappelle que 143 conservateurs pourraient porter le nom de Séraphin. Ils ne veulent pas nourrir les enfants qui ont faim dans les écoles, ne veulent pas aider les aînés à manger à leur faim. Ils ne veulent pas que les parents obtiennent un chèque de l'allocation canadienne pour enfants. Donc, j'espère que les conservateurs recevront la visite du Père Noël pour qu'ils puissent faire davantage preuve de compassion à l'avenir. L'honorable député de Hamilton-Est, Stony Creek. Les Canadiens ne peuvent pas se payer à manger et pendant ce temps, ce premier ministre a dépensé 800 000 $ de l'argent des contribuables pour prendre un avion vers l'Égypte. Alors qu'il voyageait autour du monde en jet privé, les prix des aliments ont explosé ici au Canada. Un rapport publié récemment indique que la situation va s'aggraver. Le rapport confirme qu'en 2026, les Canadiens paieront 1 000 $ de plus par année sur leur facture d'épicerie. Quand les libéraux vont-ils cesser leurs dépenses débridées pour que les Canadiens puissent se nourrir à leur faim? L'honorable secrétaire d'État pour l'Emploi. Monsieur le Président, notre gouvernement crée des débouchés. Le taux d'emploi a augmenté au pays, les salaires ont augmenté, la croissance est à la hausse. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons créé des débouchés pour Hamilton. Nous bâtissons grâce aux plus grands investissements en infrastructure dans l'histoire du Canada contre lesquels ont voté les conservateurs. Nous allons aussi bâtir des projets d'envergure nationale, des centres communautaires, des hôpitaux. Nous allons investir en santé. Quand les conservateurs vont-ils se rallier à notre programme? Nous travaillons fort de ce côté-ci. Ce n'est pas leur cas. L'honorable député de Hamilton-Est, Stony Creek. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler aux députés de Hamilton que, au lieu de nous chahuter, ils devraient se rendre dans une banque alimentaire à Hamilton. À Stony Creek, la banque alimentaire nourrit 60 personnes par jour. C'est une augmentation de 400 % au cours des 2 dernières années. La semaine dernière, il y a eu 2 fois plus de jeunes qui se sont rendus dans cette banque alimentaire comparé à l'an dernier. La taxe carbone sur les grands émetteurs industriels, la taxe sur l'emballage alimentaire et la nouvelle taxe sur le carburant ont tous contribué à faire augmenter le prix des denrées alimentaires. Donc, je pose la question une fois de plus. Les libéraux vont-ils réduire leur taxe sur les aliments? L'honorable secrétaire d'État pour le travail. Le bilan de mes collègues d'en face parle de lui-même. Ce parti a voté contre chaque mesure visant à rendre la vie plus abordable, contre les soins dentaires qui aident les Canadiens à aller chez le dentiste. Ils ont voté contre l'allocation canadienne pour enfants qui émet des chèques aux parents pour les aider à nourrir leurs enfants. Maison Canada permettra de réduire le coût des logements au Canada et ils ont voté contre. Donc, ce parti a voté contre chaque mesure visant à aider les Canadiens. Ils disent qu'ils veulent rendre la vie plus abordable, mais c'est faux. L'honorable député de Airdrie Cochrane. Monsieur le Président, Heather de Airdrie est une aînée qui travaille au Canada depuis qu'elle a 13 ans. Elle et son mari ont payé leur juste part, mais maintenant, après avoir contribué à la société toute leur vie, ils doivent avoir recours à la banque alimentaire pour manger à leur faim. Donc, c'est inacceptable qu'après 10 longues années de ce gouvernement libéral, les aînés qui ont bâti ce pays ne peuvent même pas se payer l'épicerie. Quand ce premier ministre va-t-il éliminer ses dépenses inflationnistes, sa taxe carbone sur les grands émetteurs industriels, sa taxe sur le carburant et sa taxe sur les emballages alimentaires pour que les Canadiens puissent se nourrir à leur faim? L'honorable ministre la préparation aux urgences et la résilience des collectivités.
La taxe carbone industrielle n'a presque aucun impact sur le coût des denrées alimentaires. Le programme d'alimentation dans les écoles permet aux familles d'économiser sur le prix de la nourriture. Mais les conservateurs ont voté contre ce programme, tout comme ils ont voté contre le programme de garderie abordable, de logement abordable et de soins dentaires. Donc, les conservateurs aiment nous rabattre les oreilles avec l'importance de rendre la vie plus abordable. Pourquoi votent-ils contre des mesures qui visent à faire précisément cela? L'honorable député de Airdrie Cochrane. Beaucoup de gens peinent à joindre les deux bouts dans ce pays et ils seraient en désaccord avec vous. Je peux vous parler de Justin, un père de la classe moyenne de Airdrie, qui dit que le crise de coût de la vie érode la stabilité de la classe moyenne. Les budgets des familles sont grugés par le coût des logements, des aliments, des services publics et de l'essence. C'est en raison de toutes les taxes imposées par les libéraux qui ont augmenté le coût pour cultiver, expédier et vendre tout ce dont les Canadiens ont besoin. Donc, quand le premier ministre va-t-il mettre fin à ces dépenses inflationnistes pour que les Canadiens puissent de nouveau vivre une vie décente? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles. Les Albertains sont des gens sensés. Ils savent qu'il n'y a pas de taxe sur les emballages alimentaires. Ils savent que les salaires sont à la hausse dans ce pays et il nous reste beaucoup de travail à faire, mais nous sommes à gérer une crise de manière très efficace, soit dit en passant. Et nous voulons que les conservateurs nous aident. De Lévis-Lotte-Binière. Monsieur le Président, alors que les Canadiens n'arrivent pas à se nourrir, ce premier ministre libéral a dépensé 736 000 de l'argent des contribuables pour se rendre en Égypte. Un voyage de dernière minute qui a fait gonfler les factures de 3 fois le prix. Monsieur le Président, les responsabilités du premier ministre se font aux frais des payeurs de taxes. Alors que l'an prochain, les Canadiens paieront 1 000 de plus pour se nourrir, est-ce que les libéraux peuvent cesser leurs dépenses inflationnistes et éliminer les taxes cachées sur la nourriture pour que les Canadiens puissent enfin manger à leur faim? Bravo. L'honorable secrétaire d'État pour la nature. Bien, moi, je pense que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est, à la veille de Noël, c'est redonner, dans le bon Noël des Canadiens, du pouvoir d'achat. D'une part, en ayant une série de programmes qui vont leur permettre de soulager au niveau du quotidien les services de garde à 10 $ par jour, la prestation, le versement de la prestation fédérale pour enfants, une série de mesures. Puis d'autre part, on travaille fort au niveau de l'économie pour qu'ils puissent avoir des bonnes jobs, notamment dans le comté de Monsieur. Donc, on va y arriver, Monsieur, puis joyeux Noël à tout le monde. L'honorable député de Lévis-Lotte-Binière. Monsieur le Président, la réalité sur le terrain, c'est que les prix des aliments ont explosé. Cette semaine, Mme Ouellette m'écrivait que son épicerie lui coûtait plus cher que son hypothèque. Mme Vallée m'a confié qu'elle ne mange plus de viande pour rentrer dans son budget. Et M. Hardy qui constate que les gens choisissent les chips et la liqueur comme repas régulier pour payer leur loyer à la fin du mois. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut descendre de sa tour d'ivoire et reconnaître enfin la réalité que vivent les familles canadiennes? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je constate que les conservateurs inventent des taxes imaginaires plus vite qu'ils inventent des questions pour la période des questions parce que c'est toujours les mêmes questions. Mais s'il veut parler de la réalité sur le terrain, là, rien d'imaginaire, l'allocation canadienne pour enfants a réduit la pauvreté infantile au Canada de 40 %. Le régime canadien de soins dentaires, c'est 1,5 million de Québécois qui y ont accès, Monsieur le Président. Le programme national d'alimentation scolaire, c'est 100 000 jeunes Québécois parmi les plus vulnérables. Et si on veut continuer dans les chiffres, 180 000 emplois qui ont été créés dans les 3 derniers mois. Ça, Monsieur le Président, c'est des opportunités pour les Canadiens, pour les Québécois, d'un bout à l'autre. Merci beaucoup. L'honorable député de Côte-du-Sud, de Rivière-du-Loup, Kataskomig. Témiscouata. Monsieur le Président, le premier ministre a dit qu'on devait le juger sur le coût de l'épicerie. Bien sûr, les Canadiens l'ont jugé. L'épicerie coûte maintenant 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans et le dernier Food Price Report nous dit que ça va encore augmenter l'an prochain de 1 000 $ pour une famille de 4. Aujourd'hui, les familles nous racontent qu'elles doivent choisir entre le lait, les fruits ou même qu'elles coupent dans les repas de la semaine pour tenir jusqu'à la prochaine paye. Ça n'a pas aucun bon sens dans un pays comme le Canada, Monsieur le Président. Est-ce que les libéraux vont enfin arrêter les dépenses inflationnistes, font monter les prix et abolir les taxes cachées sur la nourriture pour que les Canadiens puissent simplement manger à leur faim? Bravo!
L'honorable secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Soyons clairs, ce sont des larmes de crocodile de la part des conservateurs. Exactement. Parce qu'ils se plaignent du fait que les Canadiens ont de la misère à joindre les deux bouts. Par contre, ils votent contre les intérêts des Canadiens, Monsieur le Président. On a l'allocation canadienne pour enfants qui est indexée à l'inflation. Les conservateurs ne veulent pas ce programme-là. Ils ont voté contre. On a le programme de soins dentaires pour les enfants, pour nos aînés qui en arrachent, Monsieur le Président. Les conservateurs ont voté contre. Ils ne veulent pas savoir de ce programme-là, Monsieur le Président, parce que ça aide les Canadiens. Soyons honnêtes, Monsieur le Président. Les conservateurs, ils n'ont pas les intérêts des Canadiens. The honourable member for Halifax. L'honorable député de Halifax. J'ai frappé des milliers de portes à travers de Halifax. J'ai entendu constamment les mêmes inquiétudes concernant l'accès aux soins de santé. Mes électeurs savent que le gouvernement fédéral peut et doit être à la table avec des solutions pour améliorer notre système de santé. La ministre de l'Immigration, Réfugiés et de la Citoyenneté pourrait-elle partager avec cette Chambre comment notre gouvernement contribuera à ce travail essentiel? Merci. L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue pour la question. Lundi, dans le cadre de notre immigration et notre stratégie d'attraction de talents internationaux, j'ai présenté des nouvelles mesures visant à attirer rapidement des médecins, des spécialistes et des chirurgiens prêts à pratiquer au Canada, et 2, retenir le médecin étranger qui soigne déjà ici des patients dans nos communautés. Grâce à ce plan, notre gouvernement va bâtir un système de santé plus solide pour tous les Canadiens. Merci. The honourable member for Dufferin-Caledon. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Pendant des mois, les conservateurs se sont battus pour que le contrat avec Stellantis soit dévoilé, mais les libéraux ont voulu le cacher et nous le savons pourquoi. Car il était question d'avoir 4 000 employés à temps plein à Stellantis. Cela semble acceptable, n'est-ce pas? Mais Stellantis avait 8 000 employés au moment où le contrat a été signé, ce qui leur aurait permis de mettre à pied 3 500 travailleurs tout en obtenant la subvention du gouvernement. Est-ce pour cela qu'ils ont licencié 3 000 travailleurs du secteur automobile à Brampton, pris cet argent et envoyé les emplois chez Donald Trump? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, nous sommes aux côtés de nos travailleurs du secteur automobile qui sont victimes des tarifs injustifiés et injustifiables. Nous allons continuer à défendre leurs emplois. Et pour ce qui est de Stellantis, nous avions une entente. Ils sont allés contre cette entente et nous allons récupérer l'argent. L'honorable député de Dufferin-Caledon, vous savez ce qui est injustifiable? C'est le fait de donner à une multinationale 15 milliards de dollars et d'obtenir une garantie d'emploi dans le contrat qui permet à la société de renvoyer 50 de leurs employés. Le gouvernement leur a donné 15 milliards de dollars et l'entreprise a eu le droit de licencier 3 500 employés au Canada tout en respectant le contrat. Voici ma question. Il s'agit de la négligence et de l'incompétence. Pourquoi personne n'a-t-il perdu son emploi? Again, we have pretty much unlimited freedom of expression in this House. Nous avons la liberté d'expression presque complète en Chambre, mais certains mots provoquent une réaction même s'ils ne sont pas à proprement parler contre non-parlementaires plutôt. L'honorable ministre de l'Industrie, vous savez ce qui est de la négligence? C'est lorsque ces conservateurs, Sue Harper, avaient décidé d'aider GM et Chrysler. Et vous savez ce qui est arrivé? 2 usines ont fermé leurs portes. Donc, nous n'avons aucune leçon à recevoir de la part des conservateurs. Nous avons été le premier gouvernement à ramener des emplois dans le secteur automobile. Et nous allons tâcher de récupérer l'argent. L'honorable député de Carlton Trail, Eagle Creek. Lorsque on a demandé au gouvernement libéral ce qui était arrivé dans son entente de subvention avec Stellantis, la ministre a dit de lire les contrats et que nous verrions qu'il y avait des garanties d'emploi. Eh bien, ces hauts fonctionnaires ont menti et ont été forcés de divulguer les documents. Nous savons maintenant ce que les libéraux ont eu en échange de l'argent des contribuables. Et je cite, « Aucune pénalité ne sera imposée à Stellantis si leur cible n'est pas atteinte.
Pourquoi la ministre a-t-elle versé des centaines de millions de dollars en subventions sans obtenir une garantie de la part de Stellantis qu'ils allaient créer des emplois? The honorable Secretary of State for Rural Development. L'honorable secrétaire d'État pour le développement rural. Merci, Monsieur le Président. Donc, la ministre a déjà répondu à cette question à 2 reprises. Je ne suis pas mathématicien ni économiste, mais j'ai calculé que les députés conservateurs saskatchewanais qui ont été élus à Ottawa au cours des 10 dernières années ont coûté 38 millions de dollars. Les gens de la Saskatchewan méritent mieux. Ils n'ont eu aucun retour sur leur investissement. Mais, quoi qu'il en soit, joyeux Noël et bonne année. L'honorable député de Compton-Stanstead. Monsieur le Président, plus tôt cette semaine, le premier ministre a annoncé que le Canada va poser sa candidature pour accueillir le sommet de la francophonie en 2028. Ceci est une excellente nouvelle. C'est un événement majeur qui réunit des pays francophones du monde entier et qui aura des retombées importantes, autant culturelles qu'économiques. J'aimerais demander à la ministre des Affaires étrangères de nous dire ce que cette candidature peut apporter au pays si elle est retenue et comment un éventuel sommet pourrait renforcer nos liens avec les autres pays francophones tout en renforçant la francophonie canadienne. L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, la langue française et la culture française, c'est très important. Ils sont au cœur de notre identité canadienne. C'est pourquoi cette semaine, nous avons annoncé notre candidature d'être hôte du sommet de la francophonie de 2028, ici même, dans la région de la capitale nationale. La tenue du sommet permettra de lancer de nouveaux partenariats économiques pour les Canadiens. Monsieur le Président, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, pour les francophones. The honourable member for Ponoka. L'honorable député de Ponoka-Didsbury. Monsieur le Président, je reviens de l'île du Prince-Édouard où les 10 conseillers municipaux de Charlottetown étaient présents et ont voté à l'unanimité pour rejeter la saisie d'armes à feu de ce gouvernement libéral. Ces 10 conseillers municipaux en savent plus que les 4 députés libéraux de cette île. Ils savent que les ressources policières sont déjà insuffisantes. Ils savent que le vrai problème, c'est des crimes violents commis avec des armes à feu provenant des États-Unis. Donc, Charlottetown ne veut rien avoir à faire avec cette politique libérale. Même le ministre lui-même a admis que c'était un échec. Donc, quand les libéraux vont-ils abandonner ce programme de 750 millions de dollars qui est inutile? L'honorable ministre de la Sécurité du public. Monsieur le Président, permettez-moi d'être clair. Nous allons aller de l'avant avec le programme national qui permettra aux propriétaires d'armes à feu respectueux des lois d'obtenir une indemnisation pour les armes saisies. Nous avons prohibé des milliers d'armes à feu en vertu de la loi sur le contrôle des armes à feu. Mais voici ma question pour l'opposition. Pourquoi continue-t-il de s'opposer à ce que veulent les forces de l'ordre? Pourquoi vote-t-il contre des projets de loi qui visent à aider les gens du Canada, Monsieur le Président? Honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bientôt, plusieurs familles vont se réunir pour un souper de Noël. Et quelle sera la discussion autour de la dinde? La déception envers ce gouvernement libéral. Non seulement ils n'ont rien fait pour le coût de l'épicerie ou du logement, mais en plus, il va être clair pour tout le monde qu'ils ont abandonné la lutte sur le climat. Je cite leur ancien ministre de l'Environnement. Il est maintenant impossible de voir comment le Canada pourra atteindre ses cibles climatiques. Ce gouvernement s'en va droit dans le mur et abandonne les générations futures. Il va leur léguer un climat tout croche et une planète en feu. Question simple. Est-ce que les libéraux vont s'excuser auprès de nos enfants? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, je l'ai dit déjà, je vais le répéter. Notre gouvernement est engagé à continuer à lutter contre le changement climatique.
D'ailleurs, si vous voyez ce que nous entendons du côté des conservateurs, nous entendons qu'est-ce que ça veut dire quand nous avons un parti dans la Chambre qui n'a pas de connaissances et qui ne croit pas à lutter contre le changement climatique. Nous, on fait le travail, on va continuer à faire le travail et j'espère qu'il va nous appuyer pendant que nous faisons son travail. L'honorable député de Caribou-Prince George fait un rappel au règlement. Il y a eu des discussions entre les différents partis et je crois que si vous le demandez, vous verrez que vous avez le consentement unanime. L'honorable député de St. Thomas, Elgin, London Sud. Comme le savent les députés, nous commençons notre journée par une prière tous les jours et je me demande si vous pouvez dire si les députés seront protégés d'une poursuite si C9 est adopté. Je n'ai pas pu entendre ce que le député a dit. Est-ce que le député peut répéter ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu son intervention. Pour éviter que le député n'ait à reprendre une troisième fois, je demanderai au député d'être silencieux. L'honorable député de St. Elgin, London Sud. Merci, Monsieur le Président. Comme les députés le savent, nous commençons chaque journée avec une prière. C'est un testament à nos racines. Donc, je me demande si vous pouvez rendre un jugement pour savoir si le privilège parlementaire nous protégera d'une poursuite si C9 devient loi. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Sur le même rappel au règlement, Monsieur le Président, c'est absolument absurde et outrageant de laisser sous-entendre que le Parlement agirait pour faire une atteinte au privilège des Canadiens de prier, de choisir leur foi, leur religion de quelconque façon, Monsieur le Président. Je ne pense pas que ce sera un problème pour répondre aux députés. Y a-t-il d'autres rappels au règlement avant de poursuivre? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Pendant la période des questions, le député de la Saskatchewan a laissé sous-entendre que les fonctionnaires avaient induit en erreur ou avaient menti en comité. Je pense que c'est quelque chose que vous devriez examiner, Monsieur le Président. Je ne pense pas que ce soit un rappel au règlement. Y a-t-il d'autres rappels au règlement? Non? OK. Non? Très bien. Nous passerons donc aux affaires courantes ordinaires. Affaires courantes ordinaires, dépôt de documents. Yeah, okay. That's what I have to read.